Et j'en terminerai pour la Concorde avant de conclure cette intervention, rassurez-vous, en évoquant nos institutions et la démocratie. Je regarde Elisa Lewis en parlant de la démocratie. Et je me contentais à cette étape de ne parler que de la 6e République, de nos institutions. Mais ça n'épuise évidemment pas le sujet et la question démocratique. La réalité, c'est, Elisa l'a très bien dit, que la démocratie française ne respire plus. C'est même qu'on étouffe. Et que les institutions y sont pour beaucoup. Les Français vivent dans une démocratie intermittente. Ils votent tous les 5 ans, mais entre-temps, ils donnent le pouvoir à une personne de dominer autrui pendant 5 ans et de faire à peu près ce qu'elle veut. Et la Ve République, incontestablement, a pu correspondre à un moment politique de notre histoire, celui d'un pays déboussolé par la perte de son empire colonial et qui a confié les clés du pouvoir à un chef militaire hors du commun. Mais ce monde est révolu. Et la France de 58 n'est pas la France de 2016. L'épisode récent du 49.3 sur la loi travail en est l'illustration la plus aboutie. Dans quelle autre démocratie verrait-on le plus sérieusement du monde un président et son gouvernement imposer un texte sur la démocratie sociale, merci de ne pas rire d'ailleurs, contre l'avis des 3 confédérations salariées sur 5, contre l'avis de 2 Français sur 3, contre l'avis de l'Assemblée nationale, contre l'avis du Sénat, en dépit d'une mobilisation citoyenne constante et intense par pétition ou dans la rue. Où cela serait-il possible ailleurs qu'en France, sous la Ve République? Probablement nulle part dans une démocratie. Cet épisode nous dit tout de ce qu'il faut changer. Il faut en finir avec les majorités godillots soumises à l'exécutif. En leur âme et conscience, je vous le dis, en leur âme et conscience, je suis certain qu'une majorité de députés socialistes ne voulait pas voter la loi El Khomri. Pourtant, notre culture démocratique et la forme d'autocensure qu'il s'applique, liée à ces institutions, conduisent ces femmes et ces hommes qui ont pourtant mandat du peuple, les conduisent à voter des textes qu'ils désapprouvent par loyauté vis-à-vis de l'exécutif. Il faut aussi en finir avec toutes ces restrictions posées au travail parlementaire ou par l'article 40 ou par l'arme de la 2e délibération qui mutilent toute forme d'initiative parlementaire. Ça ne peut plus durer. Le philosophe allemand Jürgen Habermas dit que la légitimité d'une décision démocratique est discutable quand le cercle de ceux qui décident ne recouvre pas le cercle de ceux qui la subissent, la décision. C'est de cela dont il s'agit en France aujourd'hui. Quelle légitimité accorder aux décisions prises par des institutions de plus en plus éloignées des demandes politiques de ses mandants? Il faut demain que l'Assemblée nationale, réduite par le nombre de ses membres, consolidée dans ses moyens pour disposer de l'expertise indispensable, soit représentative du peuple et de la nation. Qui peut encore se satisfaire, je le dis, que plus d'un tiers, voire la moitié des électeurs n'aient pas de représentation à l'Assemblée nationale? Le Parlement doit être plus divers, ses membres élus avec une dose de proportionnel, le vote blanc doit être reconnu, le cumul des mandats dans le temps doit être instauré. Il faut que le président élu au suffrage universel soit responsable devant le Parlement et puisse être destitué soit par référendum révocatoire, soit par voie parlementaire. Ces changements sont nécessairement complexes. L'avenir du Sénat, l'option de sa fusion avec le Comité économique, social et environnemental, le nombre de mandats successifs autorisés, le lien entre administration et pouvoir politique, la consolidation de l'indépendance de la justice, les formes nouvelles de consultation et de participation des citoyens à l'élaboration des textes qui les concernent et au contrôle de l'activité de leurs élus. La campagne m'offrira l'occasion de creuser plus en détail ces questions.